Bonjour, bienvenue dans le premier épisode de Ma culture, c'est la culture. Alors aujourd'hui, pour le numéro 1, on va parler du label Def Jam. Alors juste pour vous situer un peu, pour ceux qui n'ont aucune idée ce qu'est le label Def Jam, c'est un label qui a été créé aux États-Unis en 1984 et il a vu passer les plus grands artistes. Il a vu passer Jay-Z qui a aussi été un moment son président. Il a vu passer Nas, il a vu passer Kanye, il a vu passer Rihanna, il a vu passer DJ Khaled, Rick Ross. Et en 2012, le label il arrive en France. Et là, pareil, il voit passer IAM, il voit passer Les Psychiatres de la Rime, il voit passer Mac Taylor, Caris, Alonso, Kobalade. Donc voilà, c'est vraiment un label central dans le milieu hip-hop. Et donc là, vous allez voir. En fait, moi, je vous explique comment j'ai découvert. J'ai emprunté un livre dans la bibliothèque de ma ville. Et c'est un grand livre comme ça. C'était marqué Def Jam en gros dessus. Et je l'ai ouvert et j'ai lu juste la première page. Et la première page, il y a une préface de Olivier Cachin, parce que c'est lui qui a traduit le livre. Et trois autres petites préfaces des fondateurs du label. Et en fait, j'ai seulement lu quelques mots, mais l'atmosphère qui transmettait derrière ça, c'était incroyable. Et du coup, j'ai emprunté le livre et il est incroyable. Et, euh, et donc, c'est ça qui m'a inspiré à faire cette petite vidéo pour Ma culture, c'est la culture. Et donc comment commence leur histoire? Comment commence leur histoire? On est en 1984, donc aux États-Unis, à New York. Et c'est deux jeunes hommes qui ont entre 20 et 25 ans. Rick Rubin, donc un jeune homme blanc. Il est fan de métal et il est en école d'art. Et un autre, un jeune homme noir, Russell Simon, qui est le manager de son frère. Donc il est déjà un petit peu dans le milieu rap. Et en fait, ils vont se rencontrer et ils vont se rendre compte qu'ils ont une passion commune pour le hip-hop et spécifiquement pour le rap. Et donc à partir de là, ils vont décider, ils croient vraiment en leur passion, ils y croient à 100%, et donc ils vont décider de monter leur propre label. Et donc on est dans les années 80 aux États-Unis. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était la pop qui avait le dessus sur tout. Qui contrôlait toute l'industrie musicale, c'était la pop culture. Et donc ils n'étaient pas dans une atmosphère favorable. Non seulement toute l'industrie musicale ne voulait pas entendre parler de rap, donc elle n'investissait pas dans le rap, mais en plus de ça, toute l'industrie musicale ne voulait pas être associée avec le rap. En fait, elle ne voulait avoir rien à faire avec le rap. Et donc en fait, Rick et Russell, ils se retrouvent un peu tout seuls dans leur bateau, mais en fait, ils y croient toujours. Et en fait, là, on a notre premier enseignement. Parce que ils étaient vraiment dans une atmosphère pas propice du tout à ce que eux croyaient. Et vraiment, l'atmosphère, elle allait même à l'encontre. Elle voulait pas, par exemple, l'atmosphère ne voulait pas que le rap émerge. Et eux, ils y ont cru à 100%. Et ils ont continué en fait de s'investir dedans. En fait, ils ont cru à leur instinct. C'était vraiment quelque chose qui venait de leur cœur, leur instinct. Et ils ont cru à leur passion. Et voilà, ils se sont dit, voilà, c'est ça qui sort de nous. Notre instinct nous dit ça, donc on va y aller. Et ça me fait penser à un truc, ça me fait penser à Youssouf Fofana, le créateur de la marque Maison Château Rouge. Si vous ne connaissez pas, allez voir leur Instagram et allez lui donner de la force parce que c'est incroyable ce qu'il fait. Et donc Youssouf Fofana, j'ai écouté dans un podcast qui disait que donc lui au début de sa marque, il demandait beaucoup de conseils à son entourage, à ses amis, à sa famille. Il leur demandait beaucoup de conseils. Et en fait, il s'est rendu compte que comme ces personnes n'étaient pas dans sa tête, n'avaient pas son instinct à lui, n'avaient pas la passion et l'engouement que lui, il avait, en fait, ces personnes, elles pouvaient le freiner dans ce qu'il voulait entreprendre. Et donc, il fallait qu'il casse les barrières, qu'il arrête de les écouter, en gros. Et voilà, qu'il croit à 100% à ce que lui, il voulait faire. Et donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment un premier enseignement. Et donc, on peut supposer que toutes les personnes qui étaient autour de Rick et de Russell, et comme toutes les personnes qui étaient autour de Youssouf Fofana, dans le cas de Maison Château Rouge, ils appuyaient sur l'argument du manque d'expérience. Ça va jamais marcher votre truc, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas d'expérience. Et puis nous-mêmes, on peut se convaincre de ça. On peut nous-mêmes se convaincre qu'on n'a pas d'expérience, donc ça va pas marcher. On doute un petit peu
de l'ampleur ou non que va prendre notre projet, etc. Et, euh, et là, en fait, il faut se dire que justement, c'est ce manque d'expérience et cette innocence qu'on a au début d'un projet. Vous voyez, quand on commence un projet, on est tout excité, on a envie de tout faire tout de suite, il y a de l'effervescence. Et bien en fait, c'est à la fois le manque d'expérience et l'innocence qui, euh, qui permettent que le projet marche. Parce que notre imaginaire, il est libre, il n'a pas de frontières, il n'a pas de limites. Et donc c'est comme ça qu'on peut aller partout, en fait, artistiquement et intellectuellement. Que si on a de l'expérience, on a déjà acquis un certain nombre de choses, en gros, on est déjà formaté et on sait à quoi s'attendre. Alors que quand on n'a rien de tout ça, en fait, en gros, on peut aller partout. Et donc ça, c'est trop une leçon pour nous tous en tant que jeunes. On nous taxe souvent sur notre manque d'expérience, etc. Mais en fait, ça doit être notre atout premier et ça doit être la chose qui nous amène à tester plein de choses. Donc voilà, et eux, ils ont vraiment misé sur ça dans leur histoire. Et là, je vais vous lire un petit... justement, je vous ai parlé des préfaces au début. Là, c'est un petit passage des préfaces. Et vous allez voir, je pense que c'est ce passage qui m'a fait faire un tilt. On avait tous les éléments nécessaires pour démarrer un incendie. De l'essence, de l'oxygène et une étincelle. L'essence était la musique rap, ces beats incroyables combinés à des rimes qu'on ne pouvait arrêter. L'oxygène était la scène Downtown, qui se nourrissait de cet art nouveau, de sa mode et de sa musique. Et l'étincelle était notre innocence. Là, c'est trop important. Le désir qui nous consumait, qui nous poussait à diriger notre propre label hip-hop et qui était rendu simple par le fait qu'on ne se préoccupait pas de l'absurde difficulté que ça engendrerait. Si on avait su quoi que ce soit, on serait tous partis en courant. Et donc là, j'aime trop parce que ils analysent en fait leur début. Et donc, avec une comparaison avec un incendie, donc euh, de l'essence, de l'oxygène, voilà, et une étincelle. Et en gros, l'essence c'est nos passions, c'est nos idées. Ça veut dire, nous, sinon, on est convaincu de quelque chose, s'il y a vraiment quelque chose qui nous fait vibrer au quotidien, ça, c'est l'essence. Et c'est les idées qu'on va avoir. Ensuite, l'oxygène, c'est comment ça s'inscrit dans un mouvement plus large. Par exemple, là, ça s'inscrivait dans le mouvement hip-hop et ça commençait à rassembler certaines personnes. Ensuite, donc voilà, l'oxygène, c'est le mouvement, les gens qu'on peut rassembler autour de nous. Et l'étincelle, c'est le plus important. L'étincelle, c'est si on a les deux premiers, et sans l'étincelle, ils servent à rien. Et en fait, et pour que l'étincelle prenne bien, les deux premiers doivent être bien mis en marche. Et, euh, et donc voilà, et l'étincelle, c'était leur innocence. Et ça, c'est trop beau parce que à notre âge, on a tous cette innocence dans nos projets, etc. On a vraiment tous cette innocence. Et en fait, il faut miser sur cette innocence. Et, et c'est ça qui va faire que ça va fonctionner, nos projets, et qui va faire voilà, qu'on va kiffer en fait nos projets et tout ce qu'on va entreprendre, c'est cette innocence. Et donc, il faut toujours essayer de la préserver, toujours avoir le regard neuf, un regard neuf sur ce qu'on fait. Et voilà, toujours suivre notre petit instinct qui nous dit va par là, c'est la voie qu'il faut suivre. Et, euh, et voilà, et ce que j'ai aimé, c'est. Voilà, il se préoccupait pas de toutes les difficultés qui. Quand on monte un projet, on peut imaginer, ok, il y aura ça comme barrière, il y aura ça comme barrière. Et là, il se libérait vraiment de toutes ces choses-là. Et, euh, et voilà, ils y allaient à fond, sans vraiment intellectualiser. Et donc ça, c'est très important quand on a un projet. Faut pas bégayer, faut pas tergiverser, faut bien avoir dans la tête ce qu'on a envie de faire et pas trop intellectualiser et juste le faire. Donc voilà, un deuxième enseignement sur leur histoire. Ah oui, et donc ça nous arrive à tous, quand on mène un projet, ou même dans notre vie, on mène pas spécialement de projet, on a des petites barrières, on fait des erreurs, ça nous décourage, etc. Et on se prend des panneaux, et eux, ils appellent ça comment? Ils appellent des erreurs mutantes. Et ça, c'est trop trop fort. En gros, ça veut dire que leurs erreurs, donc ce qui peut paraître comme un frein, tu te bloques, tu t'arrêtes quelque temps, etc. Et ben là, leurs erreurs mutantes, en fait, elles se transforment en événements positifs. Et ça, pareil, c'est vraiment une leçon pour nous. Toutes les petites erreurs qu'on fait, et ben, faut qu'on change le regard et qu'on les mette en mode positif. Et ça me fait penser à Prime. Il a fait un post, je sais plus, il y a quelques semaines sur Insta. Et il disait que les plus belles, ses victoires les plus belles, en fait, c'était ses échecs. Et parce que voilà, ses échecs, il les avait travaillés, etc. Et,
et quand tu réussis après un échec, tu te sens encore plus satisfait de toi. Euh, donc voilà, vraiment le maître mot de leur histoire, c'était croire en leur vision. C'était des personnes qui avaient une vision. Et donc croire en leur vision, non, le premier point c'est croire en leur vision, mais ensuite c'est imposer leur vision. Et ça c'est incroyable aussi. Euh, En fait ils ont imposé leur vision dans l'imaginaire des gens et dans l'inconscient collectif des gens. Euh, dans le livre, il y a une phrase qui dit: Dans les rues, le logo Def Jam avait plus de poids que la plaque d'un policier. Et donc ça, c'est incroyable parce que donc voilà, ils ont leur identité visuelle. En gros, ils l'avaient placardé partout, partout dans les rues. Et sur le plan symbolique, sur le plan du poids symbolique, Def Jam avait plus de valeur, de poids, d'importance que les plaques la plaque d'un policier. Et donc voilà, c'est important, quand on est porteur de quelque chose, quand on est convaincu, quand on a une vision, de, d'essayer de la rendre visible au plus de personnes possible en fait. Et ça, un jour j'avais lu un article du collectif Courtrage-Me. C'est un collectif qui existe depuis les années 90, je crois. Depuis les années 90, c'est un collectif français. Et l'année dernière, en 2019, c'est eux qui ont produit Les Misérables. Lajli est issue de ce collectif. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et donc dans les années 90, c'était Courtrage-Me, en gros c'était un groupe d'amis qui aimait bien filmer. Ça se résumait vraiment à ça. Et, ouais, et en fait, alors même qu'ils avaient rien fait, qu'ils avaient encore rien produit en termes d'image, etc., ils parlaient à tout le monde dans leur quartier, dans leur ville, ils parlaient à tout le monde de Courtrage-Me. Donc voilà, en fait, rien que de prononcer le mot Courtrage-Me pendant 1 an, 2 ans, nanana, en fait, ils ont marqué l'esprit. Et les gens, quand ils entendaient Courtrage-Me, ils savaient que ça correspondait à ce groupe de gens, alors même qu'ils avaient encore rien produit. Donc voilà, eux par exemple, ils ont réussi à imposer un univers déjà. Alors juste par la force de la parole. Et là, Def Jam, c'est exactement dans cette démarche. Et il y a aussi une histoire trop intéressante. Je crois que je sais plus exactement quel artiste, mais je crois que c'est Picasso, donc je vais dire Picasso. Euh, En gros, il avait délégué quelqu'un, un ami à lui, et cette personne, elle allait dans toutes les galeries, et elle disait: oui, bonjour, est-ce que vous avez du Picasso? Et les propriétaires de la galerie, Picasso n'avait encore rien produit, donc ils disaient: ah non, 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 on ne connaît pas Picasso, désolé. Et en fait, il a fait ça pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans, dans plein de galeries différentes. Est-ce que vous avez du Picasso? Est-ce que vous avez du Picasso? Et donc, les propriétaires de galeries, ils avaient en tête le nom Picasso. Et après, quand Picasso a sorti ses toiles, et bah, comme tout le monde avait en tête le nom Picasso, ils pensaient que le gars, il avait un level, alors qu'en réalité, rien du tout. Et donc, tout le monde a acheté du Picasso. Donc je connais pas exactement si cette histoire est très véridique ou pas, mais elle est intéressante. Et donc voilà, c'est trop important d'imposer son imaginaire, de le rendre présent en fait sur la scène, qu'elle soit médiatique, dans la rue, etc. Donc voilà, et un dernier enseignement, non, un avant-dernier enseignement, pardon, je me rends compte là ça fait 13 minutes, c'est grave long. Un dernier enseignement, c'est quoi? Pourquoi Def Jam ça a marché? Donc comme je vous ai expliqué, dans les années 80 et même dans les années 90, c'était vraiment l'âge d'or de la pop aux États-Unis. Et donc on aurait pu croire que les disques que Def Jam allait produire allaient prendre un peu une couleur un peu pop. Et en fait, pas du tout. Def Jam, ils sont vraiment restés fidèles à eux-mêmes, fidèles à ce que eux aimaient. Ils ont continué à produire des disques authentiques et des disques avec de la personnalité. Et en fait, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, le label, il existe encore et que c'est le plus grand label. Et donc voilà, ils sont vraiment restés fidèles à leurs principes. Et pareil, ça c'est trop un enseignement pour nous. Quand on aime quelque chose, quand on est passionné par quelque chose, même si juste à côté, il y a un truc qui marche 10 fois plus, 100 fois plus, et ben en fait, il faut qu'on reste toujours sur notre ligne éditoriale parce que c'est quand on est passionné, qu'on est convaincu nous-mêmes de la chose qu'elle va marcher. Et si on va à droite à gauche, bah au final ça a plus de sens.
Et voilà le dernier conseil, pas conseil, mais le dernier enseignement à tirer de leur histoire. Un moment dans le livre, ils disent: «Def Jam a été mon université» et ça j'aime trop parce que, moi je m'inspire beaucoup, enfin j'aime beaucoup, il y a certaines personnes que j'aime beaucoup comme Mehdi Maizi, comme Youssouf Fofana, le créateur de Maison Château Rouge, Maison Château Rouge, ou comme Mouloud Achour. Et en fait ces personnes, c'est vraiment l'incarnation de cette phrase, qu'en fait notre parcours et nos expériences qu'on construit nous-mêmes, c'est notre propre université. Mehdi, comme Youssouf, comme Mouloud, ils n'ont jamais fait d'études dans le domaine dans lequel ils excellent aujourd'hui. Mouloud, il n'a pas fait d'école de journalisme, pardon, et c'est un très très grand journaliste qui propose un point de vue intéressant, beaucoup plus que les autres journalistes qu'on voit partout et qui ont fait des écoles. Youssouf Fofana n'a jamais fait d'école de mode et il a créé Maison Château Rouge avec tout le succès qu'il commence à connaître. Et Mehdi Maizi, il a travaillé, ses études c'était je crois dans la finance, dans la banque, etc. Et il a misé, toute sa vie il a misé sur sa passion, sur le rap. Au début il a fait beaucoup de bénévolat et après maintenant on le connaît tous et il arrive très bien à en vivre. Donc voilà, ça c'est vraiment des exemples pour nous dire que nous dans nos projets, en fait c'est important, nos propres projets, qu'on apprend le plus au final, qu'on apprend le plus. Donc voilà, je sais pas si je récapitule un petit peu les petits points, que ça soit bien clair dans nos têtes et que ça puisse nous motiver. Donc ouais, le premier enseignement c'était quand voilà, il y a une mouvance générale et que nous on est convaincus par un truc et qu'on sait que c'est ce qu'on aime et qu'on a vraiment foi en cette chose, bah faut qu'on y aille à fond et qu'on n'écoute pas forcément tout ce qui se passe autour de nous. Miser sur notre manque d'expérience et laisser notre imaginaire dans sa plus grande des libertés. Ne pas bégayer, ne pas tergiverser, vraiment y aller à 100%. Croire en nos erreurs qui peuvent devenir des points positifs. Ne jamais faire de compromis, ça c'est trop important, ne jamais faire de compromis sur ce que l'on croit. Et enfin, faire de nos propres expériences notre école, nos universités. Donc voilà, alors je suis désolée, je sais pas s'il y a encore des gens qui sont encore là à la fin. I hope. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires ou par message pour me dire si c'est trop long, si c'est pas clair et comment ça pourrait être mieux. Voilà, bah j'espère que... qu'est-ce que j'espère? J'espère que ça vous inspire autant que moi ça m'a inspiré. Et voilà, je vous embrasse tous. Salam!